Je voudrais partager un peu les expériences en Chine, comment on a pu entrer là-bas. On a travaillé pendant notre organisation sous un nom qui s'appelait AIF, Éducation, Fondation internationale pour l'éducation. On a travaillé pendant 12 ans là-bas. Moi, j'ai fait 8 ans. Donc, c'est pas rien. On est une organisation qui a un fondement religieux. C'est bien connu. Les Chinois savent très bien qui on est. Et donc, ça a mis du temps on a mis du temps à pouvoir, se faire avoir confiance, enfin gagner la confiance des Chinois. Et comme vous le verrez, on a fait beaucoup de choses. On a été dans tout le pays, on a fait des réunions absolument incroyables. Maintenant, c'est plus compliqué pour nous. La Chine s'est un peu refermée après, au moment des Jeux Olympiques. Ils ont un peu serré la vis avec les organisations internationales, comme les nôtres, donc des ONG qui ont un sens à la fois un peu idéologique et à la fois un peu... une fois, j'ai rencontré un des hautes autorités en Chine de l'Académie, qu'on appelle Chinese Academy, l'Académie des sciences sociales de Chine. C'est au niveau académique, c'est le plus haut niveau. Et on a le président de l'Académie des sciences sociales qui nous connaissait, qui a participé à nos réunions, qui est même venu en Corée. Donc, ils étaient intéressés par nous. Un jour, on est allé le voir et il a dit votre mouvement unification, on le regarde de très près. En fait, il y a trois nouveaux mouvements religieux qu'on regarde de près, parce qu'ils sont présents en Chine, c'est les Mormons, les Baha'is, qui sont là depuis longtemps. Les Baha'is, ils travaillent dans les universités en Chine, ils sont entrés avant la révolution chinoise, donc ils sont là depuis longtemps, et ils ont, je ne sais pas trop si vous êtes une organisation religieuse, politique, vous faites des médias, vous êtes un peu dans tous les domaines, donc on ne sait pas. Vous êtes un petit peu, on vous regarde de très près, mais avec intérêt. Et en réalité, comme vous le verrez, on a réussi à avoir une interaction très féconde avec les Chinois. On a fait beaucoup de publications. J'ai amené 2 albums ici. Ça, c'est nos activités jusqu'en 2000. C'est moi qui ai fait cet album, vous verrez. Et après 2000, l'autre, vous verrez qu'il y a eu beaucoup d'activités avec des autorités, c'est pas n'importe qui, c'était des gens, on a été au Palais du Peuple, on a fait beaucoup de choses. Et donc, il y a une raison derrière cela, et donc je voudrais, dans la deuxième partie de ma petite présentation, je reviendrai sur un peu, je pense, pourquoi les Chinois nous ont acceptés. Je pense que c'est lié à la philosophie que nous enseignons, autour de la famille, etc. C'est-à-dire on était au cœur de la culture chinoise, en quelque sorte. Et on contribuait un petit peu à une sorte de renaissance de la culture chinoise. Et nous, on était très... comme on a des racines à la fois coréennes, enfin, notre fondateur est coréen, donc ils ont été très influencés par la Chine, bien entendu, le confucianisme, etc. En même temps, on a un fondement chrétien. On est en réalité considéré comme un mouvement d'origine chrétienne, donc on a un peu en mélange les deux. Et ça attirait les Chinois à un moment où la Chine s'ouvrait davantage, en réalité. Quand nous sommes allés là-bas, la Chine commençait à s'ouvrir beaucoup plus. La Chine commençait déjà sa révolution économique, etc. Donc, dans les années 95, on était vraiment au début de cela. Et donc, voilà, je vais partager un peu avec vous. Après, on pourra en discuter plus. Et moi, ce qui m'intéresserait aussi, je l'ai dit à Jean-François, c'est qu'est-ce que vous faites en Chine? Est-ce que vous avez des projets? Moi, parfois, on ne va pas en parler en détail, mais ça m'intéresse de savoir comment vous pensez qu'on peut travailler avec la Chine aujourd'hui. Parce que nous, avec UPF, sur un plan politique, la Chine, c'est compliqué. Hier, on avait un Zoom avec des Américains qui sont justement sur la Corée, des experts, et qui sont très... en général, les Américains ne sont pas trop favorables. On fait une fois la Chine comme une menace au pouvoir de l'Amérique, etc. Même les Européens aussi, actuellement, ils ont peur de la Chine. Donc c'est difficile pour nous d'avoir un lien avec les Chinois et comment le faire, à quel niveau. Pour moi, c'est très important. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de voir un peu ce que c'est une association qui a été créée lorsqu'on est entré, on a commencé à travailler dans le monde communiste qui s'est ouvert dans les années 90. On a eu des programmes éducatifs pendant 2 ans, centrés sur essentiellement ce qu'on appelle la formation du caractère, donc character education en anglais. Je ne sais
sais pas exactement la meilleure traduction, formation de la personnalité, surtout avec les jeunes, éducation autour du mariage et de la famille, éducation à la paix, donc, qui est un peu notre thème ensemble. On a fait environ 300 séminaires, c'est-à-dire, c'est pas des petits séminaires, c'était, la plupart avaient 2 jours, hein, c'était des séminaires de 2 jours, c'est-à-dire on invitait les gens, ils venaient le lendemain, donc c'était sérieux, il y avait 7-8 conférences au minimum. On a eu donc peut-être 60 000 participants en tout, avec beaucoup de personnes qui sont quand même considérées comme des autorités en Chine. On a travaillé avec toutes sortes d'organisations et d'institutions, comme vous le verrez, je vous ai mis quelques... Et dans toutes les régions. Dans toutes les régions, on a visité pratiquement, je crois, toutes les régions de Chine. On a fait des séminaires dans toutes les régions. Donc, c'est ça que je voulais revoir avec vous un petit peu. Alors, ça a commencé... Voilà. Ça a commencé, en fait, avec... Je vais commencer, avant d'aller en Chine, je parle un peu de la Russie, parce que ça a commencé avec l'ouverture, comme j'ai dit, du monde communiste, enfin du monde soviétique, disons. Quand notre fondateur a rencontré Gorbatchev en 1990, la Russie s'ouvrait, et alors que notre fondateur était connu comme un anticommuniste, il a vraiment été très, très connu, même au niveau mondial, sur les activités qui luttaient contre l'idéologie communiste. On n'était pas un mouvement politique, on n'a jamais fait vraiment de la politique, mais surtout sur le fait que le communisme était athée, c'était surtout ça son point. Et il a envoyé le côté négatif. Et pourtant, il a travaillé pendant des années pour construire ce fondement, pour rencontrer Gorbatchev, et ça s'est bien passé en 90. Gorbatchev, à ce moment-là, ouvrait les portes un petit peu de l'Union soviétique, et ils ont beaucoup apprécié notre fondateur. Il y a eu d'ailleurs, l'enseignement du fondateur a été traduit immédiatement en russe. Il a été reçu au plus haut niveau, c'est Novosti et nous qui avions organisé cette réunion. Il y avait une grande réunion des médias, c'est-à-dire c'était vraiment toute la Russie qui était, enfin l'Union soviétique de l'époque, avec Novosti et avec notre propre compagnie des médias qui ont co-organisé cette conférence. Donc c'était au plus haut niveau. Vous voyez qu'il a été reçu au Kremlin par Gorbatchev, lui et son épouse. Et ensuite il y a eu une rencontre privée dans le bureau de Gorbatchev. Et c'était un peu le départ. On a eu après, Gorbatchev est venu à plusieurs de nos activités par la suite. Et alors, à partir de là, notre fondateur, son esprit, c'est pas simplement de contacter Gorbatchev, c'est de pouvoir ouvrir la porte d'un monde qui était fermé à l'Occident et de créer des liens. Tout de suite, il a demandé à cet homme, qui s'appelle Dr. Sok, qui était un de ses lieutenants, un disciple très proche, sa mère était une des premières disciples de notre fondateur, et c'est un homme très énergique, il habitait en Amérique, et il a ouvert la porte, disons, pendant 3 ans, on a invité plus de 3000 jeunes soviétiques, non soviétiques, dans des séminaires en Amérique, aux États-Unis. C'était pour la première fois que des jeunes, et même des autorités soviétiques venaient dans des séminaires que nous organisions d'une semaine. Il y a eu une quinzaine de séminaires avec 200 personnes à chaque fois. On leur enseignait notre propre philosophie, mais en même temps, on les amenait à visiter Washington, New York, etc. Donc, ça a ouvert un peu l'esprit de ces jeunes soviétiques au monde américain. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que quand vous savez qu'il y a eu un contre-coup contre Gorbatchev, vous savez que Gorbatchev a pris le pouvoir, et à un moment donné, les généraux russes ont cherché à renverser la vapeur, et ils ont fait un coup d'État. Ils ont cherché à emprisonner Gorbatchev pour revenir en arrière. Et il y a eu des manifestations énormes dans les rues, dirigées par Yeltsin, mais qui était à l'avant-garde? C'était les jeunes qui ont vraiment dit non, on ne veut plus revenir en arrière. Et le ministère de l'Éducation nous a dit, la plupart de vos jeunes qui étaient à l'avant-garde, devant, c'était les jeunes que vous avez emmenés en Amérique. C'était des jeunes qui avaient déjà eu l'expérience, l'ouverture, ils ne voulaient pas revenir en arrière. Donc, il y a eu vraiment un travail qui a été fait par notre mouvement, par notre fondateur à l'époque, qui était remarquable, enfin en quelques années. Et sur cette base-là, il a compris que si on veut travailler en Russie, la Russie, qui est donc l'Union soviétique est devenue la Russie, et les autres, mais on a travaillé surtout à base de la Russie, il a compris qu'on doit travailler dans l'éducation. Parce que ce qui est important dans notre mouvement, c'est pas simplement on fait des activités, c'est notre enseignement. L'enseignement du fondateur, l'éducation qui peut être donnée à un pays qui était vraiment un peu,
qui avait perdu sa boussole. Hein. L'Union soviétique, c'était le communisme qui s'écroulait, donc tout le framework, enfin le cadre idéologique marxiste s'était écroulé. Et même l'Église orthodoxe, qui avait été compromise avec le marxisme, n'avait plus de force. Vous le savez sans doute. Pendant un certain temps, l'Église russe était par terre, pendant 3 ou 4 ans, avant de reprendre du poil de la bête. Donc, il a compris qu'on doit travailler avec l'éducation. Et on a eu la porte ouverte pour travailler dans les écoles. On a invité beaucoup, on a fait des séminaires en Union soviétique, dans l'ancienne Union soviétique, notamment en Crimée, etc. On a invité beaucoup de ces autorités éducatives et autres, de toute la Russie, de toutes les républiques de Russie, qui sont venus, qui ont entendu notre enseignement, et ils ont dit à notre président, au Dr Souk, en disant, écoutez, cet enseignement, on en a besoin pour nos jeunes. On ne sait pas comment les éduquer aujourd'hui. On passe d'un monde à l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous ne pouvez pas faire une sorte de curriculum, un cours qu'on peut enseigner dans les écoles? Alors, notre Dr Souk, qui a sauté sur l'occasion, a mobilisé des pédagogues, etc. Et en 6 mois à peine, donc en 93, et moi je suis arrivé là-bas fin 92, dans ces moments où j'étais déjà en Russie, on a commencé à développer ce cours qui s'appelle My World and I, Mon Mir Dia, qui n'était qu'en russe d'abord, après il a été traduit en anglais, mais en réalité c'est d'abord un cours en russe, qui était fait pour des jeunes dans les écoles, c'était centré sur le développement personnel, donc d'abord les 13-15 ans, et après 15-17 ans, c'était donc une question d'amour, etc. Et c'était centré sur la moralité individuelle, mais centré sur les différentes religions présentes en Russie. Ce n'était pas notre propre. Il y avait notre principe de base était derrière, mais c'était une explication des valeurs morales du point de vue de l'islam, du point de vue du bouddhisme, du point de vue du christianisme orthodoxe, du point de vue du judaïsme, toutes ces religions étant les religions présentes en Union soviétique. Ce cours, on a commencé à l'enseigner dans les écoles, on a fait venir des enseignants d'école qui, eux, étaient très heureux à l'époque de voir les Occidentaux qui venaient. C'était vraiment un peu, ils respiraient, si vous voulez, après 70 ans de communisme. Et alors, on était accueillis un peu comme des rois, je veux dire. C'est-à-dire qu'au début, on a eu la porte ouverte partout. Et on a enseigné ça dans des écoles, peut-être 10 000 écoles dans toute l'Union soviétique. Pendant 4-5 ans, c'est allé partout. C'est pas nous qui enseignons, c'était des professeurs, des institutrices, souvent des femmes d'ailleurs, c'était surtout des femmes qui en réalité, qui avaient gardé le sens de l'éducation et du futur. Beaucoup d'hommes étaient un peu abîmés par le communisme. Hein. C'était vraiment, la société russe était malade en réalité à l'époque. Et elles enseignaient donc dans les écoles, on voit par exemple. Alors on a travaillé avec des pédagogues, hein, c'était pas seulement nous, c'était des pédagogues russes ou soviétiques très connus, comme Bitinas, qui est un grand pédagogue connu de l'université de Vilnius à Lituanie. C'est lui qui était le superviseur de ce cours. On avait souvent des conférences avec des pédagogues très connus de Moscou, etc. Et c'était des enseignantes qui recevaient ça, qui donnaient leur avis et qui utilisaient ce cours dans les écoles. Donc voilà, vous voyez, elles avaient le cours, elles l'utilisaient dans leur classe soit d'histoire, soit de mathématiques, soit de français. Elles utilisaient ça pour donner une sorte d'éducation morale à leurs élèves. Alors le cours avait beaucoup de succès. Nous, on organisait les conférences avec les enseignants. C'était toujours 100, 200 personnes à la fois, dans tous les pays, dans tous les pays de l'Union soviétique. Et, vous voyez, Tadjikistan, Sibérie, Moldavie, enfin, partout. Pendant 3 ou 4 ans, on a vraiment sillonné l'Union soviétique avec ce cours, My World and I. Il a été traduit pratiquement dans toutes les langues des républiques soviétiques de l'époque, hein, Tadjikistan, Azerbaïdjan, Mongolie, etc. Et on travaillait de façon proche, dans ces pays-là. Alors, notre fondateur avait envoyé des jeunes comme moi, à l'époque, c'est-à-dire des jeunes occidentaux, qui étaient pour venir là-bas. On est tous répartis dans des républiques. Moi, j'étais envoyé dans l'Oural, j'ai travaillé avec Catherine Beau, et dans l'Oural, et je me souviens de visitant les ministères d'éducation locaux, qui nous recevaient comme si on était devenus. Vraiment, on avait quelque chose qui était connu et accepté. Ça n'a pas duré toujours pendant très longtemps, ça a duré quelques années. Après ça, je dois vous dire, l'Église orthodoxe a repris du poil de la bête, c'est-à-dire que
les orthodoxes, voyant que quand même il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient et que finalement il y avait des choses qui n'étaient pas, qu'elles perdaient un peu le contrôle, il y a eu un peu une réaction à un certain temps, mais après un certain temps, après 96 petit à petit, bon, après c'est devenu plus compliqué, mais en fait, une base d'acceptation solide en Russie, en utilisant le fondement de la Russie, on a contacté des universités en Chine, et la première université qui nous a accueillis pour un séminaire qui devait être adapté à la chinoise, c'était donc l'université de Harbin, pédagogie de Harbin, qui formait les enseignants de Harbin. Donc Harbin, vous savez, c'est la grande ville de la Mandchourie, donc c'est au nord, c'est un peu à l'est, près de l'est de la Russie, hein, et c'est la grande capitale de la Mandchourie. Alors, à partir de là, on a fait, vous voyez, c'était surtout des jeunes, des enseignants, des photos. Ensuite, vous voyez qu'on avait aussi un thème qui était adapté aux Chinois, hein, c'est-à-dire une vision pour le futur, etc. En fait, ça a pris beaucoup de temps pour faire ce séminaire, qui a duré 2 jours. Il a fallu des mois d'attente. Ils nous ont fait attendre, on devait vérifier, c'était très compliqué. En Chine, on ne prend pas des décisions comme ça, on vérifie que le leader est d'accord, enfin, c'est vraiment compliqué. Ils ont peu à peu donc, travaillé avec des organisations, des ONG chinoises, faites pour travailler avec les étrangers, qui sont spécialisés pour un... Donc les étrangers ne peuvent pas travailler en Chine tout seuls. Tu travailles à travers une organisation qui a le droit, qui a l'autorisation, la mission du gouvernement, il y en a plusieurs dans différents domaines, qui ont le droit d'inviter des étrangers. Donc on a travaillé avec certaines de ces organisations au début, et peu à peu, on a gagné leur confiance. Au début, on ne pouvait pas faire une seule conférence sans qu'il fallait vérifier. Chaque texte mot à mot, devait être vérifié. Chaque parole, on ne pouvait pas donner une conférence sans que le texte soit vérifié du début jusqu'à la fin. Donc c'était vraiment très, très, très strict. Mais ils ont fait ça pendant 2-3 ans. Moi, j'étais encore en Russie. Et en 98, notre directeur m'a dit, écoute Jacques, il faut que tu viennes en Chine. D'autant plus que j'avais reçu cette mission dont je vous ai parlé pour la Chine. Et alors, j'ai commencé à venir en Chine en 98. Alors, il y avait déjà, c'était encore assez strict, mais ils avaient déjà commencé à ouvrir les portes beaucoup plus qu'une seule organisation. On avait commencé à travailler avec plusieurs organisations et peu à peu, on gagnait leur confiance. Et par exemple, on enseignait à des jeunes, vous savez, on parlait de sexualité, mais par exemple, vous ne pouvez pas prononcer le mot sexe, par exemple, dans une école chinoise. C'est pas possible, parce que c'est trop sensible. À la fin de mon époque là-bas, aucun problème. La Chine a changé complètement. Moi, j'ai vu la Chine changer en 7-8 ans. La façon dont les jeunes abordaient ces questions-là a complètement changé. Au début, on voyait des jeunes qui, les questions d'amour entre garçons-filles, etc., personne ne peut en parler publiquement. C'est jamais. Quand on a terminé, vous verrez, j'ai aussi quelques photos de 2005, c'est-à-dire quelques années plus tard, on voyait des jeunes qui levaient la main, qui disaient « j'ai ma girlfriend, j'ai mon boyfriend, j'ai ma... » C'est-à-dire, en quelques années, il y a eu une sorte d'ouverture vis-à-vis de l'Occident, mais qui avait des bons côtés et des mauvais côtés aussi, en réalité. En réalité, alors qu'est-ce qui nous a fait, qu'est-ce qui a vraiment intéressé les Chinois avec une organisation comme la nôtre? C'est que, je vais en dire un peu plus, mais je pense que c'est le fait que nous étions une organisation, disons, essentiellement des Occidentaux, parce que ceux qui enseignaient, à part notre président, Dr. So, qui était oriental, et qui était en confiance des Chinois, mais en réalité, il appelait pour enseigner, nous, les Occidentaux. Moi, j'étais français, il y avait des Américains, et ça passe. Les Chinois étaient très intéressés par avoir des relations avec les Occidentaux, etc. Mais on était des Occidentaux qui venaient enseigner une certaine éthique sexuelle, une éthique familiale, qui était complètement différente de ce que l'Amérique donnait. L'Amérique venait avec ses boîtes de condoms, enfin, vous savez, des préservatifs pour la pluralité sexuelle. Enfin, ouais, pour eux, c'était ça la modernité. Donc, si vous voulez, vous aviez aussi toutes ces organisations américaines qui venaient pour essayer de transmettre en Chine le libéralisme sociétal, etc., etc. Et nous, on était vraiment, on était
vraiment, on était complètement différents. Et du coup, les autorités chinoises étaient finalement intéressées par nous. Elles sont dit, mais ça, c'est des Occidentaux, ils ont une base religieuse, mais en même temps, ils sont proches de l'éthique chinoise. Et je pense que c'est ça qui a permis de gagner la confiance de la Chine, et notamment des autorités chinoises, pendant toutes ces années. Vous voyez. Et c'est ça qui a ouvert la porte. Donc, on a fait, comme je dis, beaucoup de séminaires. On était une petite équipe, on n'était pas très nombreux, mais on travaillait. Alors, on a fait des séminaires pour enseignants au début. On était une fondation pour l'éducation. Donc, finalement, notre objectif central, c'était l'éducation. Donc, c'était normal qu'on travaille avec les ministères de l'éducation, avec les commissions d'éducation dans les différentes zones, etc. Et on a fait beaucoup de séminaires. Bon, j'ai surtout des photos de 2005 qui étaient un peu vers la fin, mais comme vous le verrez là-dedans, il y en a des dizaines et des dizaines. Alors, avec des enseignants eux-mêmes, par exemple, ça c'est un des districts de Beijing, des écoles. Donc ça, on ne pouvait pas travailler dans les écoles en Chine. Ils ne nous permettaient pas d'entrer dans les écoles comme on l'a fait en Russie. En Russie, on entrait dans les écoles secondaires. On pouvait nous-mêmes venir avec notre cours, et c'était les écoles secondaires. En Chine, c'est très contrôlé. On peut pas, en tant qu'étranger, on ne peut pas toucher au système du curriculum, etc. Mais on travaillait avec les enseignants. Et donc, ils nous emmenaient leurs enseignants. On a fait tous les districts de Beijing. Je crois qu'il y a 12 districts dans Beijing, donc 12 districts. Toutes les écoles, ça c'est un district, c'est-à-dire ce sont des représentants, des enseignants sur la moralité, le civisme, etc., qui étaient envoyés à notre séminaire par les autorités du ministère de l'Éducation locale. On a fait tous les districts de Beijing. Oui, donc ils venaient pendant 2 jours et on enseignait, etc. Voilà. Donc c'était un peu, vous voyez un peu le niveau de ce qui se passait. Et on a pu enseigner aussi dans les universités, dans certaines universités. Lorsqu'on avait cette confiance s'est peu à peu établie pendant quelques années, donc ils ont libéré un petit peu. Ils ne vérifiaient plus ce qu'on enseignait parce qu'ils savaient ce qu'on enseignait. On avait toujours pratiquement le même enseignement. Et donc, vous voyez, là, j'enseigne moi-même dans une université. Je crois que c'est l'université d'agriculture, je ne sais pas, enfin peut-être qu'on dit moi le chinois, mais c'est une des universités à Pékin. Et 400 étudiants. À chaque fois, c'était toujours la foule. En Chine, tu vas quelque part, c'est toujours la foule. Parce que ça se passe du haut en bas. Tu touches le leader décide et tout le monde vient parce que c'est le leader qui a décidé. Voilà, c'est comme ça que ça passe. C'est pas comme chez nous, où chacun décide. Et donc voilà, séminaire d'étudiants dans les universités, ça c'est encore enseigné. J'avais toujours un traducteur, je parlais en anglais, et il y avait un traducteur à côté de moi. Et on était habitués, et donc on faisait ça comme ça. On a même été dans certaines écoles secondaires. Alors ça, c'était un peu spécial. C'était lorsqu'on avait justement eu une bonne relation avec les autorités éducatives, ils nous ont parfois amenés même avec les jeunes, parce qu'on avait des conférences qui étaient centrées sur la jeunesse, sur la pureté de l'amour, etc. Donc c'était des choses qui touchaient des jeunes adolescents. Donc on a pu aussi venir dans de telles écoles. On avait aussi des projets de volontariat. Donc on avait des service projects, ça veut dire qu'on donnait aussi des activités, parfois avec des jeunes, on organisait des activités de service. Donc les gens voyaient qu'on n'était pas simplement dans l'éducation, mais en même temps, on a un idéal, on cherche à former la personnalité à travers l'esprit, en même temps, l'action. Vous voyez, les plantations d'arbres, etc. Parfois, on a invité aussi des jeunes japonais, etc., coréens qui venaient, donc on avait des activités internationales de cette façon. Vous voyez, soutien aux élèves du pensionnat de Zhou, ça veut dire on avait des programmes de soutien aux jeunes. C'était des écoles on avait besoin de soutien financier. On organisait des sortes de jumelages, si vous voulez, entre la Chine et d'autres pays étrangers pour soutenir certains enfants qui avaient du mal à étudier, etc. Donc, on a vraiment été un petit peu... dès que les occasions se présentaient, on pouvait... voilà, vous voyez le petit foulard rouge des jeunesses communistes, hein, donc c'était notre façon
on était vraiment considérés très, très ouvertement et très... On a même fait... Alors, on a même été invité par la police, par les cadets de la police, dans une école très connue, l'école de Chengdu, qui est une des plus grandes écoles des cadets de police. Alors, on a eu un séminaire de 2 jours avec tous les cadets de police. On a même enseigné dans la prison, dans une prison. On nous a, alors ça c'était très spécial, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais on nous a même invité une fois à faire un séminaire au sein de la prison, à des jeunes prisonniers, et on a donné pour toute une journée des conférences à des prisonniers en Chine. Voilà, donc on a aussi fait des activités avec le monde académique, hein, comme on avait aussi donc beaucoup, en fait, notre mouvement mondial a un certain nombre d'activités économiques, académiques, on travaille avec des professeurs, etc., à travers l'Académie des professeurs pour la paix mondiale, à travers la conférence sur l'unité des sciences, etc. Donc, vous voyez qu'on avait aussi organisé certains séminaires académiques sur Confucius. À l'époque, la Chine était en train pas de se réveiller, mais de réapprendre la valeur de Confucius. C'est-à-dire que Mao Tse-tung avait un peu chassé Confucius de l'esprit des Chinois, il avait fait détruire les temples, il avait ils ont saccagé beaucoup de temples de Confucius, hein. Mais finalement, ils ont, à un moment donné, après Wang Zemin et surtout Hu Jintao, ils ont redonné, et maintenant vous voyez que par exemple, je crois il y a quelques jours, Xi Jinping a donné son discours, le discours de 100e anniversaire, et il parle du confucianisme. Le confucianisme, c'est le soft power chinois, c'est-à-dire c'est leur idéologie, quoi. Hein. Alors, donc voilà, c'est quelque chose qui nous a aussi permis de pouvoir travailler avec des personnes, avec des mondes académiques. La personne de Jushi. Jushi, c'est un grand philosophe néo-confucianiste de la Chine, qui a énormément influencé la Corée d'ailleurs. Et donc voilà, je vous donne juste quelques idées. Alors, on a été au Palais du Peuple. Ça, c'est notre fondatrice qui est venue. Elle avait une tournée dans le monde. C'était un des séminaires, c'est pas un séminaire, c'est une conférence la plus difficile à organiser. Parce que quand notre fondateur vient, d'ailleurs notre fondateur ne pouvait pas, n'était pas invitable en Chine. Monsieur Moon, c'était trop sensible. C'était quand même il avait été invité en Russie, mais les Chinois ne pouvaient pas l'inviter, sauf s'il devait regretter de dénoncer le communisme, c'est-à-dire il devait dire publiquement se repentir d'avoir dénoncé le communisme, et en même temps ne pas travailler proche avec Taïwan, etc. Donc c'était impossible que notre fondateur vienne. Et sa femme est venue pour une tournée de discours en 1999, et c'était chaud. C'était vraiment limite parce qu'on nous a d'abord ouvert la porte, après on a voulu la fermer. La veille de son arrivée, on a dit elle ne pourra pas parler. On a dû faire des pieds et des mains pour qu'enfin elle puisse parler. Donc c'était quelque chose de difficile, mais elle a parlé. Ici, il y avait des généraux chinois, des anciens généraux de l'armée du peuple, de l'armée de la libération, qui étaient là. Et en Chine, quand les autorités vous soutiennent, personne ne peut rien dire. Donc c'est vraiment lorsqu'il y a des autorités qui sont avec vous que la porte est ouverte. Et du coup, il y a eu le fait qu'il y a eu un certain nombre de personnes de très haut niveau qui sont venues, ça a permis à cette fonction de se tenir. Voilà. Ensuite, comme Hu Jintao avait ouvert, Hu Jintao est venu au pouvoir, je crois, en 2004 à peu près, il me semble, 2003, 2004, et c'est lui qui a remis un peu à l'honneur le confucianisme en disant la société, il parle de la société harmonieuse, c'est une sorte de devise de la Chine, créer une société harmonieuse. Or, c'est vraiment au cœur de notre enseignement. Et donc, dans la mesure où on avait cet enseignement qui était proche des idées traditionnelles de la Chine, alors on a pu organiser une conférence au Palais du Peuple. Le Palais du Peuple, c'est quand même le saint des saints. Hein. En Chine, c'est pas tout le monde qui peut aller au Palais du Peuple. C'est vraiment avec, encore une fois, des personnes très respectables. Hein. En fait, ce sont des gens qui sont très, très respectés par les Chinois. Donc le fait qu'ils viennent ici, ça permet d'ouvrir des portes. Voilà. Et donc, voilà, pour vous donner un peu la dimension de ce qu'on a fait. Alors il y a une autre chose, une dimension intéressante et qui a été vraiment très populaire dans nos activités en Chine, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Vous connaissez la bénédiction, c'est notre marque de
Fabrique, si je peux dire. Hein. C'est un peu, notre fondateur a toujours donné de l'importance au mariage, avec des cérémonies de masse, pour montrer l'importance du mariage. Et en Europe, en Occident, ces cérémonies où on voit beaucoup de gens qui se marient en même temps, ça paraît bizarre, ça paraissait bizarre. En Chine, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait accepté parce que les gens sont en masse, ils adorent faire les choses ensemble. Et donc, l'idée de faire des cérémonies de renouvellement de mariage, c'est des couples mariés, hein, c'est pas des jeunes nouveaux mariés, c'est vraiment des couples déjà mariés, mais le renouvellement des valeurs du mariage, ça, c'était, on a eu vraiment, là encore, ils ont commencé avec un peu de méfiance, mais qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous faites, etc. Mais en réalité, on s'est bien sûr adapté. On n'avait pas un message religieux, on n'avait pas un message chrétien, mais c'était centré sur les conditions du mariage. Et je vous assure que les gens c'était pas seulement une cérémonie, c'était 2 jours de séminaire, et dans la deuxième journée, bon, ça se terminait par cette cérémonie. Ça, c'est la photo, où il y avait toute une cérémonie qui était vraiment... les gens étaient tellement heureux de cela. Et vous savez qu'il y a beaucoup de vieux Chinois à l'époque, qui étaient des anciens de l'armée de la libération, qui avaient lutté avec Mao, etc., qui ne s'étaient jamais mariés officiellement. Parce qu'ils étaient en plein dans la révolution, ils faisaient la marche, la grande marche, ils ont vécu ensemble, ils n'avaient jamais fait une cérémonie de mariage, ils n'avaient jamais passé l'anneau au doigt de leur épouse, ils n'avaient jamais porté une robe de mariée. Donc vous aviez plein de ces vieilles personnes qui venaient, et pour eux c'était quelque chose de formidable. C'était comme quelque chose d'extraordinaire. Et donc on a eu, je dois dire que ces cérémonies, on en a fait plusieurs. Vous voyez, alors par exemple, 2555e anniversaire de Confucius. Donc c'est un jour, Confucius c'est le saint de la Chine. Donc on a fait une grande réunion, un grand séminaire sur Confucius, et on a terminé par une cérémonie du mariage. Il y a eu 200 articles dans les médias chinois. C'est-à-dire les médias chinois ont rapporté ça, on a célébré Confucius avec une cérémonie de mariage, et c'était le genre de choses qui se passaient. On était dans des endroits très, très connus en Chine, ça s'appelle Taishan. Taishan, c'est dans la province de Shandong, c'est un peu à l'ouest, à l'est de la Chine, et c'est le pays de Confucius, si vous voulez. Et ça, c'est une montagne sacrée en quelque sorte. C'est là où les empereurs venaient faire dans cette montagne, vous voyez, les empereurs venaient faire des offrandes toujours à Taishan, donc c'est un endroit sacré pour les Chinois. Alors dans la ville principale, on a fait le séminaire, on a été prendre la photo dans l'endroit où les empereurs venaient faire leur offrande. Donc c'était, vous voyez, ça fait pour les Chinois, c'est quelque chose qui était un souvenir extraordinaire. Et en plus, les cérémonies de mariage, ça leur réchauffait le cœur, et c'était vraiment... alors, c'était pas n'importe qui venait, hein, c'était par exemple le département de la santé, on avait des ministères, alors on avait des ministères qui nous disaient, ceux qui sont responsables des relations publiques, disons, nous contactaient, et puis avec eux, et avec l'organisation chinoise qui nous supervise, on n'est jamais seul. On a toujours une organisation chinoise qui est co-sponsor, c'est pourquoi vous voyez tous ces noms chinois, on n'est pas seul. Nous, on est les étrangers, mais en réalité, c'est eux qui organisent ça officiellement. Et donc, on avait le département de la santé, par exemple, les fonctionnaires du gouvernement central, c'est-à-dire des différents ministères, c'est l'organisation qui contrôle tous les fonctionnaires du gouvernement central de la Chine, etc. Donc, on a eu, je pense, 35 ou 40 cérémonies comme ça, et dans toute la Chine, à Shenzhen, etc. Et voilà. Et c'était pas, comme je dis, c'était pas n'importe qui. Vous voyez, par exemple, ancien ministre de l'Agriculture, directeur de l'association chinoise des familles handicapées, directeur du département de la santé de l'armée, un général du comité politique de l'armée militaire, de l'académie militaire de l'armée. Donc c'est des gens qui sont à la retraite, c'est des gens âgés, mais en Chine, quand vous êtes à la retraite, on ne vous met pas de côté, on vous met pas, vous êtes au centre. Moi, j'ai remarqué en Chine, quand l'ancien président, c'est lui qui est au centre, c'est lui qui préside, c'est pas le président actuel. S'il y a l'ancien à côté, il va mettre l'ancien au centre et lui à côté. C'est-à-dire le respect des anciens, c'est extrêmement important. Donc quand on a ces anciens qui sont là, vous voyez, ces cérémonies ont touché le cœur de beaucoup de gens.
Et je pense que, pour vous dire franchement, parce qu'on se connaît bien, en réalité, je pense qu'on a un petit peu alerté, si vous voulez. Il y avait tellement de succès, de certaine façon, que je pense qu'on a commencé à nous regarder avec un peu plus à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement qui est en train de faire quand même d'attirer tant de gens et qui attire la sympathie de tant de gens. Vous savez, à l'époque, il y avait Falun Gong qui a commencé à avoir des problèmes. Donc les Chinois, vous savez, ils ont très peur des questions d'ordre. Ils ont peur des ONG qui ont un impact sur la population. Vous voyez. Et donc, après, quelques années plus tard, c'est devenu difficile de faire ça. On ne peut plus faire ça. Maintenant, si vous voulez, si j'allais en Chine, on ne pourrait plus travailler comme ça. Donc il y a eu une période d'ouverture, et au moment des Jeux Olympiques, ils ont un peu fermé la porte, parce que, pas seulement à nous, hein, dire aux ONG, etc., comme vous savez, Xi Jinping, ils se mettent en prison entre eux. Vous savez, les Chinois, tel ou tel est gouverneur, et puis le lendemain, il peut se retrouver en prison. Donc les choses ne sont pas simples en Chine. Il y a aussi des combats politiques, etc. Il y a toutes sortes de problèmes entre eux. Mais il y a eu cette période d'ouverture, et ça, c'était quelque chose que moi j'ai vécu pendant toutes ces années.